violence incroyable, 3 mots de vocabulaire, je dirais la violence et la bêtise. Violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されていて Je ne veux pas que tu joues à ça, ça va te rendre violent. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans notre vie si vous êtes de la même génération que moi. Mais si au fond, cette phrase était pas si fausse que ça, s'il y avait vraiment certains animés, certains jeux vidéo, certains mangas qui avaient rendu des personnes violentes. Violentes au point de commettre l'irréparable, au point de commettre un meurtre. Un événement au cours des années 90 va profondément marquer la nation japonaise, et ça se fait encore ressentir même aujourd'hui. Un passionné de manga, passionné de jeux vidéo, qu'on appelle un otaku, va finir par commettre des atrocités et être surnommé le otaku tueur. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Tsutomu Miyazaki, un otaku proclamé, qui va déclencher une vague de peur et de panique sans précédent. Qui est vraiment cet homme? Qu'est-ce qui l'a poussé à basculer dans l'horreur et dans le crime? Et comment ce drame a-t-il affecté l'image des otaku au Japon et dans le monde entier? Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire fascinante. Donc, éteignez les lumières et bienvenue dans ce premier true crime japonais. Vous êtes prêts? C'est parti. Tsutomu voit le jour en 1962 dans une famille japonaise plus qu'ordinaire, mais qui, sous la surface tranquille et l'image stable, cache de nombreuses tensions. Ses parents travaillent souvent, sont absents, et techniquement c'est plus son grand-père qui l'éduque, lui et ses sœurs. Et ce contexte familial très particulier va beaucoup marquer l'enfant qu'était Tsutomu. Dès ses premières années, Miyazaki montre des comportements que ses proches vont qualifier d'inhabituels, là où la plupart des enfants jouent en groupe, échangent et rient ensemble. Lui, il préfère s'isoler. Son refuge, ça devient rapidement les pages des mangas et plus tard les animés, ces mondes un peu fictifs où la réalité s'efface et où l'imaginaire règne en maître. Mais cette passion naissance ne va pas combler un vide beaucoup plus profond. Sa solitude, c'est pas simplement un choix, c'est aussi une conséquence, une difficulté de se connecter avec les autres. Dans la cour de récréation, il est celui qu'on évite, parfois même celui qu'on craint. Les autres enfants perçoivent chez lui quelque chose d'étrange, un peu inquiétant. Et ça, c'est surtout dû au fait d'une maladie de naissance qu'il a, la synostose radio-ulnaire congénitale. Au fil des années, l'écart entre lui et la société se creuse de plus en plus, et l'adolescent qu'est Miyazaki trouve vraiment un refuge dans le monde des otaku. Les mangas, les animés, les jeux vidéo, c'est un terrain qui devient littéralement sa bible. Parce que c'est un terrain dans lequel il a enfin une sensation de contrôle. À l'époque, la culture otaku, c'est pas autant reconnu qu'aujourd'hui. Être passionné de manga ou d'anime, c'est souvent considéré comme être un marginal, un geek isolé qui fuit la réalité. Pour Miyazaki, ce refuge devient presque une obsession. Il dévore tout ce qu'il peut trouver, collectionne des dizaines de volumes, regarde sans fin des séries qui mêlent souvent violence, horreur et fantastique. Ce monde imaginaire qui pourrait sembler un peu innocent nourrit en fait chez lui une vision déformée de la réalité, un trouble de la réalité totale. Tout ce qu'il voit dans les animés et les mangas ou les jeux vidéo se mélange peu à peu avec ses pensées personnelles, ses peurs et ses pulsions. Mais ce qui fait de Miyazaki un personnage aussi complexe, c'est pas seulement ses goûts, c'est aussi sa personnalité. Parce qu'elle est souvent décrite comme étant à la fois instable et inquiétante. Et ses proches parlent d'accès de colère assez réguliers, de moments où il semble dans ses pensées, dans ses propres démons. En privé, il se transforme parfois en un être un peu difficile à comprendre. Certains témoignages parlent vraiment d'un garçon qui, malgré sa solitude, cherche désespérément toute forme d'attention possible, une forme de reconnaissance, mais qui n'arrive pas à obtenir. Les années passent et au lieu de trouver une place dans la société, Miyazaki s'enfonce toujours plus dans son isolement. La pression sociale, les attentes, le conformisme rigide créent un terrain propice à la solitude extrême. Miyazaki, c'est vraiment le produit d'un environnement où exprimer ses failles et ses faiblesses et où la différence est souvent rejetée. Cette fragilité psychologique, nourrie par un isolement profond et des obsessions dévorantes, prépare le terrain pour le drame qui suivra. Faut vraiment garder quelque chose en tête, c'est que c'est pas seulement un otaku passionné. Non, ce garçon, il porte vraiment en lui des troubles graves, une fragilité émotionnelle et psychologique qui aurait dû alerter son entourage. Son histoire est tragique, ça excuse en rien tout ce qu'il a fait, mais c'est surtout un avertissement pour la société en général. Faut faire attention aux personnes qui donnent des signes d'alerte.
Parce qu'à la fin des années 80, une série d'événements tragiques plonge le Japon dans l'horreur. Entre 1988 et 89, 4 petites filles disparaissent mystérieusement dans la région de Tokyo. Cette disparition brutale marque le début d'une enquête policière intense qui va révéler l'ampleur d'un drame bien plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer. La première disparition, elle prend place à Saitama, le 22 août 1988. Mari Kono, une petite fille de 4 ans, sort seule de chez elle pour aller chez une amie. Chose qui n'est pas très surprenante au Japon, qui a la réputation, même encore aujourd'hui, et d'autant plus à l'époque, d'être un pays des plus sûrs. Mais il y a toujours des exceptions, parce que Marie ne rentrera jamais chez elle. Dans le début de soirée, son père, inquiet de ne pas la voir rentrer, signale sa disparition, mais il est déjà trop tard. Sa fille est déjà morte. Elle a été emmenée dans une forêt où elle se trouve depuis déjà plusieurs heures, au moment de l'appel. Elle est nue parce que son tueur a pris avec lui ses vêtements en souvenir. Mais le pire, c'est qu'il y a des témoins. 2 jeunes garçons et une mère qui ont vu Marie monter dans une voiture avec un homme. Mais comme elle n'avait pas l'air de résister, et que c'était très cordial comme interaction, ça les a pas alertés. Et ils seront incapables de décrire précisément le tueur. Mais le pire, c'est ce qu'il va faire après. Il va récupérer les mains, les pieds et les dents de Marie pour les envoyer dans une petite boîte à ses parents. Pendant 6 semaines, Tsutomu va se satisfaire de ce meurtre. Sauf qu'à un moment, les souvenirs de cette sensation de contrôle, cette sensation de puissance qui lui a tant manqué dans son enfance, commencent à disparaître de son esprit. Il a besoin de plus. Comme un drogué en manque, il a besoin de sa dose. Masami Yoshizawa, âgé de 7 ans, sera donc sa deuxième victime. Toujours dans le coin de Saitama, il va l'interpeller le long de la route. Il va refaire le même procédé et la tuer avant d'abuser de son corps sans vie. Il commence à y prendre goût et même à s'en amuser. Sa troisième victime va pas tarder, Erika Namba, qui avait 4 ans, mais là, ça va être un peu différent. Cette fois, Miyazaki prend avec lui son appareil photo et une caméra et prend la petite fille en photo et en vidéo, nue, à l'arrière de sa voiture, avant, comme à son habitude, de l'étrangler à mort. Il va abandonner le corps près de la rivière Yokosei où elle sera retrouvée seulement 6 jours plus tard. Le 20 décembre, les parents d'Erika vont recevoir un document étrange sur lequel sera écrit « Erika Kazeseki Nodo Rakushi ». Erika, rhume, toux, soulagement de la gorge, décès. Peu de temps après ça, il y a un retour sur la première victime, Marie, de la part de la police japonaise et des médias, parce que, après analyse, un expert a dit qu'il ne s'agissait pas des os, ni des dents de la petite Marie. Miyazaki, prenant la nouvelle avec bonté, a décidé d'envoyer une lettre aux parents, leur détaillant le déroulé de l'enlèvement et de la mise à mort de leur fille, histoire qu'ils n'espèrent pas en vain qu'elle soit encore en vie. C'est si gentil de sa part. La quatrième victime, Ayako Nomoto, qui avait 5 ans, a été encore différente des autres. Déjà, pour la kidnapper, Miyazaki va marcher 7 longues minutes, juste derrière elle, en laissant une petite distance pour pas que ça paraisse suspect, juste il prend le même chemin. Et après, comme à son habitude, il la fait monter dans sa voiture. Et là, Ayako va avoir une très mauvaise idée. Elle va se moquer des mains de Miyazaki. Et c'est ça qui va signer sa perte. Miyazaki, énervé, l'étrangle immédiatement à mort. Après, soyons honnêtes, même sans ça, elle avait vraiment très peu de chances de s'en sortir vivante. Et là où le meurtre est différent, c'est que Miyazaki a laissé dans une poubelle d'un cimetière une partie du corps qui sera retrouvée peu de temps après. Et l'autre, il l'a emmené chez lui. Aux yeux des forces de l'ordre japonaises, il semble inarrêtable. On ne sait pas qui il est, on n'a aucune piste, et la seule piste qu'ils ont est fausse. Des signalements de témoins ont décrit sa voiture comme étant d'une marque Toyota, alors qu'absolument pas. Qu'elle était orange, alors qu'elle était bleue. La police n'a rien. Ils ne savent pas du tout comment l'arrêter. Donc ce qui va causer son arrestation, c'est même pas l'enquête en elle-même. C'est sa propre imprudence et la confiance en lui qu'il a gagnée après 4 crimes qui se sont passés plutôt bien. Le 23 juillet 1989, Miyazaki se rend dans un parc pour se balader, plutôt pour faire du repérage. Repérage qui portera ses fruits parce qu'il va voir 2 petites jeunes filles qui jouent ensemble. Il va donc saisir l'une des 2 par la main et l'emmener avec lui. La plus jeune évidemment, sa grande sœur de 9 ans,
ne trouvant pas la situation normale, va alerter leur père. Et au moment où il arrive sur les lieux, Miyazaki s'apprête à démarrer avec sa fille sur le siège passager. À ce moment-là, le père lui crie qu'il a relevé sa plaque et qu'il va le dénoncer à la police et qu'ils vont le retrouver. Miyazaki sort de la voiture, se met à genoux et l'implore de ne pas appeler la police. Il lui dit que c'était la dernière fois et qu'il recommencera pas. Bien sûr, le père, ayant sa fille qui était sur le point de se faire kidnapper, refuse toute négociation, appelle la police et Miyazaki est arrêté. Et c'est grâce à cet événement, qui a très certainement malheureusement traumatisé une petite fille, que son appartement va enfin pouvoir être perquisitionné et dans lequel on va retrouver toutes les preuves de ses crimes passés. Tsutomu Miyazaki va bientôt être identifié comme le responsable de ces actes abominables. Son nom devient rapidement le synonyme de peur, de fascination morbide et d'incompréhension. Pendant l'enquête, les policiers découvrent chez Miyazaki des objets plus macabres les uns que les autres. Des cassettes vidéo, des photographies, des souvenirs des victimes et des livres et des dessins à thématique obsessionnelle. Ces éléments donnent un aperçu terrifiant de l'esprit du tueur. Il apparaît là que Miyazaki entretenait vraiment une fascination morbide pour la mort. La police met plusieurs mois à réunir toutes les preuves pour inculper Miyazaki. Son arrestation en 1989 provoque une onde de choc dans le pays entier. La population découvre alors l'identité du tueur otaku. Le procès de Tsutomu Miyazaki devient rapidement un événement médiatique majeur, suivi avec avidité par tout le Japon. Face au tribunal, Miyazaki adopte un comportement un peu déroutant. Il cherche pas à se défendre avec des arguments classiques, mais au contraire, il parle ouvertement de ses obsessions et plaide la schizophrénie. Il affirme qu'il était incapable de contrôler ses pulsions une fois que l'autre lui prenait le dessus. Ces explications, qui sont pour la plupart un mélange d'incohérences, sont accueillies avec de l'horreur et de la fascination. Pour certains, Miyazaki incarne la preuve que le monde otaku, la culture otaku, et plus largement la culture populaire japonaise, peut être un terrain dangereux, un terrain propre à la violence et à la déviance. Pour d'autres, c'est surtout l'expression d'un trouble psychologique profond, indépendamment des loisirs et des choses qu'il affectionne. Ce procès s'éternise, avec des expertises psychiatriques qui confirment réellement la gravité de ces troubles mentaux, mais aussi la responsabilité pénale de Miyazaki. Parce qu'en fait, peu importe ses troubles mentaux, il savait très bien ce qu'il faisait. En 1997, après des années de procédure, Miyazaki est condamné à la peine capitale. Il passera un peu plus de 10 ans dans le couloir de la mort. La sentence est finalement exécutée, tout comme lui, en 2008. Et ce procès, ça n'a pas seulement été le jugement d'un homme, mais ça a surtout mis en lumière les tensions sociales qui existent au sein du Japon. Parce que l'arrestation de Miyazaki en 89 ne marque pas seulement la fin d'une enquête policière, elle marque vraiment le début d'une crise sociale profonde au Japon et d'une crise identitaire de la part des groupes comme ceux des otaku. Et c'est justement tout ça, toute l'histoire des crimes de Miyazaki, qui va relever cette angoisse perpétuelle que le Japon a, de la jeunesse, de la nouvelle technologie et de la culture populaire. Est-ce que il faut le contrôler ou le laisser dériver? Le terme tueur otaku est mis en avant par les médias, c'est quelque chose qui est scandé, un slogan, une image forte, facile à comprendre pour une population en quête de réponse. Mais cette vision binaire, où la passion des mangas et des jeux vidéo serait responsable de la violence chez les jeunes générations, s'installe durablement dans le paysage médiatique japonais, et même mondial. Avant Miyazaki, le terme otaku référençait à une personne passionnée, parfois excentrique, mais souvent introvertie. Mais quoi qu'il arrive, c'était le terme passionné qui revenait plus. Après Miyazaki, ce terme devient un marqueur social négatif. Les otaku sont perçus comme des individus asociaux, obsédés par des univers déconnectés de la réalité. Et après ça, le pays voit émerger une nouvelle génération dite NEET, Not in Education, Employment or Training. C'est-à-dire des jeunes désengagés, sans emploi ni formation, souvent repliés sur eux-mêmes. Les parents, les enseignants et les autorités s'interrogent « Comment prévenir la délinquance ? Comment canaliser ses passions ?» L'affaire Tsutomu Miyazaki a quand même profondément marqué la mémoire collective japonaise, mais elle n'a pas non plus figé l'image du otaku et des jeux vidéo pour toujours. Parce que oui, pendant les années 90 à 2000,
La stigmatisation restait quand même assez forte, mais un vent de renaissance et surtout de réhabilitation a fini par s'imposer. Et oui, dans la décennie qui a suivi l'affaire de Miyazaki, les otaku étaient perçus largement comme des gens marginaux qui s'isolent socialement et parfois très inquiétants. Mais les années 2000 voient vraiment l'émergence d'une nouvelle génération d'otaku, plus visible, plus assumée et plus diverse. Internet joue un rôle essentiel. Grâce aux réseaux sociaux, la culture otaku se diffuse bien au-delà du Japon, s'ouvrant à un public mondial. Le succès international des productions japonaises, qu'il s'agisse des jeux vidéo comme Final Fantasy ou Pokémon, ou d'animés comme Dragon Ball ou Naruto, aide à changer les regards. Le geek, il est plus perçu uniquement comme un marginal, mais aussi comme un vecteur culturel puissant. Des événements comme les conventions d'animés deviennent des lieux où on se rencontre. Nombreux sont les artistes mangaka ou les développeurs de jeux vidéo qui sont issus du monde otaku. Ils ont vraiment contribué à redorer l'image de cette culture, et ironiquement, c'est Miyazaki qui a beaucoup participé à ça. Lui, pas le tueur, hein. Non, celui qui a écrit Le Voyage de Chihiro, entre autres. Au final, ce parcours montre que les passions, telles que celles des otaku, donc des mangas et des jeux vidéo, qui peuvent être marginalisées pendant un temps, peuvent être jugées comme normales et cool à un autre. Je me souviens que quand j'étais au collège, regarder des animés, c'était mal vu. C'était pas mal vu non plus à ce point-là, mais c'était pas non plus quelque chose que tout le monde faisait. Maintenant, quelqu'un qui a jamais vu un seul épisode de Naruto ou de One Piece, c'est là que c'est pas normal. Donc l'évolution se fait beaucoup, au fil du temps, faut juste être patient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les actes de Miyazaki ont beaucoup marqué le Japon, et c'est encore une histoire qui perturbe beaucoup aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo du True Crime japonais vous aura plu. J'y ai quand même glissé du sociétal japonais à la fin, parce que ça reste quand même le principe de ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ce nouveau type de vidéo, ce nouveau format vous plaît. Je vous lirai et on verra si on en fait un deuxième. Sur ce, je vous laisse lâcher l'abonnement, le like, la cloche et le commentaire. Et je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Ciao.